beaucoup. Merci, Monsieur El Saïr, d'avoir pris le temps de venir avec nous pour inaugurer cette journée, à Jean-Louis Mandel, à Monsieur Sherman. Et puis, je voudrais saluer aussi au passage les travailleurs de l'ombre, Anne-Sophie Héry-Barin, Gaëlle Dombu, Yannis Adji, Amandine Charton aussi, notre chef de projet du réseau GEM Excel. Et puis, bien sûr, mon fidèle coéquipier Stéphane Bézieux. Voilà, donc la première session concerne plus spécialement la génétique médicale, de la recherche au rendu du diagnostic. Et on sait combien la frontière entre la recherche et le diagnostic, entre la recherche et le diagnostic est poreuse dans le domaine des maladies rares. Et je pense que les 4 topos, enfin plus que 4 topos d'ailleurs, hein, les 5 topos qui vont suivre en seront des illustrations. Donc, je rappelle pour les orateurs, 10 minutes de topo, on va tout grouper et on fera une discussion globale à la fin. Donc, j'ai le plaisir d'introduire, pour débuter, une équipe de Brest, le professeur Francis Coutureau et Madame Lénaïque Gouraud, qui vont donc nous parler de l'identification étendue de nouvelles thrombophilies héritées dans des familles très sélectionnées. Et je crois que cette présentation va se faire à 2 voix. Donc, je vous passe la parole à tous les deux. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous voyez bien le diaporama? Parfaitement bien. Parfait. Eh bien, donc, j'ai le plaisir de faire cette présentation avec Lénaïque Gouraud. Moi, je m'appelle Francis Coutureau, je suis directeur de l'équipe d'accueil 3878, un laboratoire qui travaille sur la thrombose veineuse. Et je partage cette présentation avec Lénaïque Gouraud, qui est ingénieure de recherche au laboratoire. Pour aller très simplement, la maladie thrombolytique veineuse, c'est une maladie en soi qui est fréquente, qui est la 3e cause de mortalité cardiovasculaire. Les risques de récidive peuvent être très élevés chez les patients et le risque de séquelles chroniques mortelles peut être aussi important chez environ 4% des patients et c'est un coût de santé. Alors vous allez me dire, c'est une maladie qui est fréquente alors que nous sommes sur un colloque des maladies rares. Alors, ce que l'on sait, c'est que dans 50% des cas, il y a des facteurs de risque cliniques bien identifiés. Dans 50% des cas, on ne retrouve pas de facteurs de risque. Et c'est là qu'on va identifier potentiellement des thrombophilies aujourd'hui qu'on retrouve chez 20% des patients. Et l'historique de découverte de ces thrombophilies, c'est toujours chez des patients jeunes, avec des histoires familiales assez importantes sur le plan thrombotique qui ont conduit à identifier d'abord les déficits en antithrombine dès 1965, puis les déficits en protéines C et S, qui sont donc des protéines anticoagulantes. Et puis ensuite, on a découvert des mutations avec des gains de fonction et une surexpression du facteur 5, par exemple, ou de la prothrombine. Toutefois, depuis une vingtaine d'années, on est un petit peu en panne sur la découverte de nouvelles thrombophilies. Et on a donc travaillé à partir d'une cohorte brestoise de 6500 patients avec Biobank pour pouvoir sélectionner des phénotypes extrêmes. Donc, c'est le programme FIT génétique qui a été financé par un PHRC interrégional en 2009. L'objectif était d'identifier de nouvelles thrombophilies héréditaires chez les familles à très haut risque. Et la stratégie, c'est de sélectionner là des familles extrêmement rares, à phénotype extrême, où on va avoir un cas index avec un premier épisode de thrombose idiopathique avant 45 ans, sans thrombophilie héréditaire détectable, et avec des membres de famille, au moins 2, voire 3, voire beaucoup plus, qui ont eu au moins un épisode de maladie thrombolytique veineuse idiopathique. Ça, c'est pour faire comprendre un petit peu le mécanisme de sélection. Bonjour. Du coup, dans le cadre du projet de FIT génétique, nous avons pu sélectionner une famille, la famille F305, constituée de 5 cas de maladie veineuse thromboembolique sans thrombophilie connue à ce jour. Donc, nous avons eu un financement de la Fondation Maladies Rares en 2014 afin de pouvoir réaliser un whole exome sequencing avec l'IGBMC sur les 4 cas de maladie veineuse thromboembolique en rouge et les 2 témoins en bleu, mentionnés en bleu. Donc, le whole exome donc, a été analysé, les données du whole exome ont été analysées et parmi les 14 000 variants partagés par les cas et par les témoins, nous avons donc sélectionné les 1000 variants présents chez les cas et non portés par les témoins.
Puis, nous avons sélectionné les variants fonctionnels. Nous avions 108 variants. Ensuite, nous avons retenu les variants rares, inférieurs à 5 pour 1000. Donc, nous avions 14 variants. Et nous avons regardé aussi les variants qui n'étaient jamais décrits dans les bases de données. Nous avons identifié une mutation arginine 89-glutamine localisée dans l'exon 2 du gène MAST2 et dont la prédiction avait un effet délétère. Cette mutation se trouve dans une région hautement conservée d'une espèce à une autre. Ensuite, nous avons séquencé donc, ce variant sur tous les membres de la famille F305. Nous avons ainsi retrouvé, par séquençage Sanger, nous avons ainsi retrouvé la mutation arginine 89-glutamine chez les cas du whole exome sequencing. Nous avions un autre cas dans la famille. Nous avons répliqué cette variation. Le variant était bien présent. Et chez les témoins non latins, la variation n'était pas présente. Ainsi, la variation de MAST2 co-ségrège complètement avec la maladie veineuse thromboembolique dans cette famille. Par ailleurs, nous avons génotypé cette variation dans des cohortes de maladies veineuses thromboemboliques brestoises et marseillaises, et nous n'avons pas retrouvé le variant MAST2 arginine 89 glutamine. Donc, ceci peut suggérer que la mutation pourrait être une mutation privée. MAST2 fait partie d'une famille de sérine tréonine kinase associée aux microtubules. Elle est principalement exprimée dans le muscle squelettique, mais aussi dans d'autres tissus, et présente dans différentes lignées cellulaires. MAST2 est une protéine localisée dans le cytosol. Elle est impliquée dans plusieurs maladies, dans plusieurs pathologies, dans les maladies neurodégénératives et le cancer du sein. Ainsi, on peut se demander comment la mutation de MAST2, arginine 89 glutamine, pourrait être associée à la maladie veineuse thromboembolique. En parallèle, nous avons mesuré les paramètres de la coagulation et de la fibrinolyse chez les cas de la famille dont le plasma était disponible et chez les témoins. Nous avons pu remarquer que les cas possédaient des taux plasmatiques de TFPI diminués et des taux plasmatiques de PAI augmentés significativement. Or, une diminution de TFPI, le TFPI c'est l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, entraîne une augmentation du facteur tissulaire qui engendre un état protropotique et une augmentation de PAI qui est l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène entraîne une diminution de la plasmine et engendrerait un défaut de la fibrinolyse. Donc l'hypothèse c'est que MAST2 interviendrait dans la régulation de l'expression du TFPI et du PAI. Pour étudier le rôle de MAST2 dans la régulation des gènes impliqués dans la coagulation et de la fibrinolyse, nous avons transfecté les cellules endothéliales avec un siRNA contrôle versus 2 siRNA de MAST2 afin de diminuer l'expression des taux d'ARN messager de MAST2 et créer un MAST2 knockdown. Nous avons réalisé à partir de l'ARN du RNA sec afin de pouvoir comparer les transcriptomes des cellules endothéliales, on va dire contrôle, par rapport aux cellules endothéliales transfectées avec le MAST2 knockdown. Pour les résultats du RNA sec, donc parmi les 10 000 transcrits identifiés, 2 000 transcrits avaient une expression modifiée par le MAST2 knockdown, dont MAST2, en effet, qui est un des gènes dont l'expression est la plus réduite, mais il y a aussi des modifications significatives de l'expression de certains gènes, dont TFPI, PLO et PAI1. MAST2 interviendrait ainsi dans la régulation de l'expression de gènes impliqués dans la cascade de la coagulation et de la fibrinolyse. Pour évaluer l'impact de MAST2 sur la régulation des gènes de TFPI et PAI, nous avons transfecté les cellules EC293 avec des siRNA contrôle ou 2 siRNA MAST2 pour créer un blocage de l'expression de MAST2, un modèle de MAST2 knockdown. Et nous avons co-transfecté avec des vecteurs TFPI ou des vecteurs PAI afin de pouvoir mesurer l'activité promotrice de TFPI et PAI. On peut voir que quand on bloque l'expression de MAST2, en effet, l'expression de MAST2 est réduite, mais l'activité promotrice de TFPI est augmentée et celle de PAI est réduite. Ainsi, MAST2 participerait à la régulation d'expression des gènes de TFPI et PAI. Maintenant, si on s'intéresse à plus spécifiquement la mutation qui est présente chez les patients in vitro et qu'on regarde l'impact de cette mutation in vitro sur la régulation des gènes de TFPI et PAI, on a co-transfecté les cellules EC293 avec un plasmide vide versus plasmide sauvage et un plasmide contenant la mutation de MAST2 pour surexprimer la mutation de MAST2. Nous avons co-transfecté de la même façon avec un vecteur donc, de TFPI et le promoteur du PAI ou le promoteur du PAI. Nous avons mesuré l'activité promotrice du TFPI et de PAI
Et on peut voir qu'en surexprimant la mutation arginine 89 glutamine de MAST2, on peut voir une diminution de l'expression promotrice du TFPI et une augmentation de l'expression du promoteur de PAI. Donc, en conclusion, on peut dire que donc avec une approche originale du whole exome sequencing réalisée sur des phénotypes extrêmes de thrombose, on a pu identifier une nouvelle mutation privée pouvant être responsable de la maladie veineuse thromboembolique dans une famille avec des facteurs de thrombophilie héréditaire non connus à ce jour. MAST2 pourrait ainsi être un nouvel acteur dans le métabolisme de la coagulation et de la fibrinolyse, en jouant en tout cas un rôle de régulateur sur l'expression de TFPI et PAI. Cependant, MAST2 est une protéine au niveau du cytosol et le mécanisme de cette protéine reste à explorer. Donc, et des travaux actuellement sont en cours sur, par exemple, l'impact de MAST2 avec la voie de signalisation d'AKT. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et aussi très dense, et en plus dans les temps. Donc, on va enchaîner puisqu'on a dit qu'on posait les questions à la fin. Donc, j'ai le plaisir d'appeler maintenant le docteur Pascal Quignon, qui est chercheur à l'Institut de génétique et développement de Rennes et qui fait partie de l'équipe de Catherine André, qui travaille à partir du modèle chien. Et donc, elle va nous parler de whole genome sequencing chez les chiens dans le domaine de l'épilepsie. Bonjour Pascal. Bonjour, je vais partager mon écran. Ça marche. Vous voyez bien, première diapositive, c'est bon? Parfait. Très bien, bonjour à tous. Donc d'abord, je vais remercier le comité d'organisation pour m'avoir permis de faire cette présentation. Donc je suis Pascal Quignon et comme l'a dit Sylvie, je suis dans l'équipe génétique du chien du docteur Catherine André. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 et donc mon travail de recherche se situe à l'Institut de génétique et développement de Rennes. Donc ma présentation va se dérouler en 2 temps. Je vais d'abord vous parler de l'intérêt du modèle canin, qui est un modèle encore peu connu pour les maladies rares humaines. Et je vais vous présenter dans un deuxième temps donc, le projet qui a été financé par la Fondation Maladies Rares et qui porte donc sur le séquençage de génome de chiens épileptiques comme modèle d'épilepsie humaine. Donc tout d'abord, le chien, c'est un modèle spontané qui est encore trop méconnu, et puisqu'en effet le chien a une physiopathologie qui est très proche de l'homme, plus proche que les modèles expérimentaux de laboratoire. Et surtout ce chien, l'espèce canine développe des maladies génétiques qui sont spontanées, mais surtout qui sont spécifiques de race. Et à l'intérieur de ces races, on a des fréquences très élevées de ces maladies. Et surtout, ces maladies sont homologues aux maladies humaines. Alors, elles sont homologues aussi bien sur le plan génétique, sur le plan clinique, mais aussi au niveau des traitements qui sont souvent les mêmes entre le traitement humain et le traitement vétérinaire chez le chien. Alors, par ailleurs, et contrairement aux modèles classiques expérimentaux, le chien partage exactement le même environnement que l'homme, ce qui est un plus pour étudier des maladies rares où l'environnement peut jouer un rôle. Et donc, l'étude de ces maladies génétiques chez le chien a un bénéfice à la fois pour le chien, mais aussi pour l'homme. Donc, le chien a beaucoup d'atouts comme modèle génétique. C'est donc une ressource naturelle de maladies qui sont rares chez l'homme, mais qui sont surtout fréquentes chez le chien et qui vont être spécifiques de race. Donc, c'est surtout un modèle éthique, puisque c'est un modèle non expérimental, puisqu'on considère en fait chaque chien comme un patient. Donc, ces maladies sont fréquentes dans les races qui sont concernées. Et donc, grâce aux données que nous récupérons, on peut construire ces énormes pédigrés et on peut regarder un peu plus près ce qui se passe dans ces pédigrés. Donc, ici, on peut visualiser qu'on peut avoir accès en fait à beaucoup d'échantillons de chiens qui sont d'une même fratrie. Et on peut, grâce aussi à ces pédigrés, faire des hypothèses quant au mode de transmission sur la maladie. Et dans cet exemple, on a une maladie qui est certainement autosomique récessive, ce qui est le cas en fait de beaucoup de maladies chez le chien dues aux croisements qui sont opérés par les éleveurs et
à la consanguinité quelquefois dans les races. Donc, on va pouvoir prélever, en fait, faire des prélèvements sanguins sur les chiens atteints et sains de ces familles, grâce aux vétérinaires qui font les prélèvements et surtout grâce aux éleveurs et aux propriétaires de chiens atteints et de chiens sains qui participent à nos études. Donc, tous ces prélèvements sont collectés par la biobanque CaniDNA, qui est un centre de ressources biologiques qui a été créé au début des années 2000 par notre équipe et qui est dirigé par Catherine André. Donc, ce CRB est maintenant un réseau sur 5 sites avec les 4 écoles vétérinaires et une compagnie privée Antagène. Et ce centre de ressources est alimenté par près de 5000 cliniques privées. Donc, cette biobanque, elle a pour vocation de collecter des échantillons canins pour la recherche biomédicale. Et à l'heure actuelle, on a presque 30 000 échantillons avec des données cliniques pour les maladies de chaque chien et aussi les données généalogiques qui nous permettent de faire ces grands pédigrés. Donc cette biobanque, finalement, c'est un formidable observatoire des maladies canines, puisqu'on a beaucoup d'échantillons avec beaucoup de maladies, et ça s'apparente finalement au registre que l'on peut trouver pour les maladies humaines. Donc grâce à toutes ces ressources, donc les prélèvements, les pédigrés, les données cliniques, on a déjà trouvé de nombreux gènes dans des maladies canines qui sont homologues donc, à des maladies rares chez l'homme. Et dans la prochaine diapositive, je vais vous présenter donc, 3 exemples parmi beaucoup d'autres, et 3 exemples qui proviennent des recherches qui ont été menées par notre équipe. Donc pour chaque maladie étudiée, en fait, on va l'étudier dans une race où on va avoir donc accès à un grand nombre d'échantillons d'ADN afin d'identifier le gène impliqué et ainsi de proposer un modèle spontané pour la maladie humaine homologue. Donc on a étudié en 2012 une maladie qui s'appelle l'ichthyose et on a étudié cette maladie chez les chiens de race Golden Retriever. Et à la suite d'une analyse génétique 4 contrôles, on a identifié donc, une mutation dans le gène PNPLR1. Et le séquençage de ce gène chez des patients atteints de la maladie homologue, donc la maladie homologue humaine, c'est le autosomal recessive congenital ichthyosis, a montré que certains patients humains pour lesquels il n'y avait pas encore de diagnostic génétique avaient en fait des mutations dans ce gène. Donc on a pu identifier un nouveau gène pour ces maladies rares humaines. Une autre maladie de génodermatose, donc une kératodermie, qu'on a étudiée spécifiquement chez le dogue de Bordeaux. Donc on a trouvé une mutation dans le gène de la kératine 16. Ce gène était déjà connu chez des patients humains, mais on a donc maintenant à notre disposition un modèle très spécifique de focale non épidermolytique palmoplantaire kératoderma humaine chez le dogue de Bordeaux. Donc à chaque fois, les mutations qu'on retrouve sont bien spécifiques de la race, c'est-à-dire que la mutation PNPLA1, elle est spécifique de l'ichthyose du Golden Retriever et la mutation de la kératine 16, elle est spécifique de la kératodermie du dogue de Bordeaux. Et enfin, pour terminer sur ces exemples, une maladie neurosensorielle qui est une neuropathie sensitive. Donc dans cette maladie, on a identifié une mutation non pas dans le gène, mais dans la région régulatrice du gène GDNF, dans des chiens atteints de 4 races de chiens de chasse. Donc, c'est des races qui sont apparentées, qui sont phylogénétiquement proches et qui partagent donc la même mutation régulatrice du gène GDNF. Alors, ce gène est un nouveau gène candidat pour les maladies homologues humaines qui sont les Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathy. Alors, ce gène, il est bien connu, mais il n'était pas recherché chez l'homme parce que les knockouts chez la souris étaient létals. Donc là, on a un nouveau mécanisme qui montre aussi l'intérêt de ne pas séquencer seulement les exons, mais de faire aussi du whole genome sequencing, dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, je vais maintenant vous présenter le projet pour lequel nous avons eu un financement par la Fondation Maladies Rares et donc qui porte sur les épilepsies canines. Donc, l'épilepsie chez le chien touche plus de 50aine de races avec plusieurs formes cliniques comme ce qui existe chez l'homme. Il n'y a pas qu'une seule épilepsie, mais il y a beaucoup de formes différentes d'épilepsie. Et chez le chien, chaque race va avoir une forme qui lui est spécifique. Alors,
Contrairement à l'homme, la prévalence de ces épilepsies dans chaque race peut être très élevée. Mais à l'intérieur de chaque race, on va avoir une clinique homogène et donc on a des épilepsies qui sont spécifiques de race. Donc ces prévalences élevées et ces spécificités de race vont faire qu'on suspecte fortement une origine génétique avec donc un effet fondateur. Donc on va avoir un gène, une mutation ou en tout cas des mutations identiques à l'ensemble des chiens d'une même race. Donc à ce jour, 3 gènes et leurs mutations ont été identifiés dans des épilepsies canines et vous voyez qu'il nous en reste encore beaucoup à découvrir. Donc le but de ce projet, un but assez large, c'est d'identifier donc les gènes qui sont impliqués dans des épilepsies, dans les épilepsies des races atteintes, donc il y a plus de 140 races, et ainsi d'apporter de nouveaux gènes candidats, comme on l'a fait précédemment pour d'autres maladies, donc pour les épilepsies humaines. Alors dans l'équipe, on ne s'intéresse pas aux 50 races, ça ferait beaucoup de choses à faire, donc on regarde, nous, on s'intéresse à 2 races particulières, qui sont le grand bouvier suisse et le canet corso. Donc ces 2 races sont atteintes d'épilepsie qui sont différentes. Alors, elles ont des points communs. Pour toutes les 2, ce sont des épilepsies avec des crises généralisées tonico-cloniques. Mais chez le canet corso, ces crises sont groupées, ce qui est assez particulier en fait à cette race. L'âge moyen au diagnostic est également différent, puisque chez le grand bouvier suisse, on a un âge moyen d'à peu près de 3 ans, ce qui correspond plutôt à une épilepsie d'âge adulte, alors que chez le canet corso, on a un âge moyen de 12 à 18 mois, qui est plutôt une épilepsie de l'adolescent. Alors, on a plus de recul sur le grand bouvier suisse, donc on a pu estimer la prévalence dans cette race, qui est à peu près de 10%. Donc, vous voyez, c'est quand même une prévalence assez élevée, ce qui nous donne accès à des nombres qui peuvent être assez importants de chiens atteints. Donc, comme chez l'homme, il faut s'assurer que ces chiens sont bien atteints d'une épilepsie génétique et non d'une épilepsie secondaire. Donc, des examens neurologiques sont pratiqués par les vétérinaires et on a aussi accès pour certains de ces chiens à de l'imagerie de l'encéphale pour étayer le diagnostic. Alors, on a aussi la chance, si on peut dire, chez le chien, de voir donc, ces grands pédigrés qui nous permettent aussi de voir que ces chiens appartiennent à des familles où il y a déjà des chiens épileptiques. Donc, on a des transmissions familiales évidentes qui te permettent d'étayer cette thèse d'épilepsie génétique avec un effet fondateur. Donc, ces 2 races, comme elles ce ne sont pas les mêmes formes, un âge moyen diagnostique différent, on suppose qu'on va avoir des gènes candidats différents, donc, qui seront des gènes à apporter pour l'épilepsie humaine. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut, grâce à toutes ces données, faire de grands pédigrés. Donc, ici, vous avez le pédigré que l'on a construit avec les grands bouviers suisses. Donc, vous voyez donc, les chiens atteints, enfin, voilà les données cliniques que nous avons reçues sur les chiens atteints. Les petites flèches ici représentent les chiens pour lesquels nous avons des prélèvements. Donc, dans la biobanque CaniDNA, on a presque 600 chiens grands bouviers suisses avec des prélèvements ADN et 24 chiens épileptiques à notre disposition. Chez le canet corso, on a un petit peu moins de chiens, à peu près 400 chiens, avec 42 chiens épileptiques. Donc, nous nous sommes tournés, nous, vers la stratégie de séquençage whole génome, puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la neuropathie sensitive, on sait que des mutations peuvent se trouver en dehors des gènes, et donc on a préféré partir sur cette stratégie. Alors, notre équipe fait partie d'un consortium international, et donc on a à notre disposition plus de 800 whole génomes, donc génomes de chiens séquencés entièrement. Donc, ces 800 chiens appartenant à plusieurs races. Et finalement, dans ces races, je vous ai dit, il y a une cinquantaine de races pour lesquelles il y a de l'épilepsie génétique. Mais on a aussi beaucoup de races pour lesquelles il n'y a pas d'épilepsie. Et donc, ça nous sert de contrôle. C'est une ressource importante de contrôle puisqu'on ne devrait pas retrouver les mutations ou les variants dans ces races contrôle qui ne développent pas d'épilepsie. Donc, chez le grand bouvier suisse, nous avons donc séquencé 7 chiens, on en a analysé 5. Et en filtrant en fait les variants, donc en regardant les variants qui ne sont trouvés que chez les chiens atteints et qui sont
absent de ces chiens contrôle grâce au consortium international. On a identifié plus de 300 variants. Et chez le Canet Corso, l'analyse du génome d'un chien nous a permis d'identifier plus de 1000 variants. Alors, c'est encore beaucoup de variants. Alors, on pourrait très bien essayer d'aller plus loin en cherchant les variants qui sont exoniques avec des effets forts, mais on a fait le choix d'aller sur une autre stratégie pour filtrer encore mieux ces variants avant d'aller plus loin dans l'analyse. Donc, cette stratégie, elle consiste à séquencer des chiens de races qui sont phylogénétiquement proches et qui développent aussi de l'épilepsie. Donc, grâce aux données qu'on a sur les 800 chiens séquencés, on peut faire ces arbres phylogénétiques. Et en fait, on a des chiens, par exemple ici, de bergers qui se retrouvent très proches l'un de l'autre, ou des lévriers, des chiens de petites races, des caniches, etc. Et donc, en séquençant des chiens qui sont de races phylogénétiquement proches, on va pouvoir identifier les variants qui sont communs entre ces races et qui vont donc nous aider à filtrer les variants d'intérêt. Donc, si on regarde un peu plus près cet arbre phylogénétique, vous voyez que j'ai mis des couleurs. Donc, on va zoomer sur cette première partie ici avec le vert et le orange. Donc, la partie verte, en fait, ce sont des grands bouviers suisses. Et la partie orange, vous voyez, qui sont des chiens d'une autre race qui est donc très proche phylogénétiquement, puisque juste à côté. Pascal, oui. Une seconde, il faudrait accélérer. Ah pardon, excuse-moi, je ne voyais pas le temps. Oui, bah, j'ai presque fini. Désolée, j'avais le temps sous les yeux, je ne regardais pas. Passionnant, mais... Oui. Donc le bouvier bernois, qui est donc une race très proche phylogénétiquement, en fait, on voit bien, ça ressemble fortement, ils ont juste les poils très longs. Donc, on a séquencé ces bouviers bernois, on a fait 5 whole génomes avec 3 chiens atteints. Et on a regardé pour l'instant les variants qui sont dans des gènes codant des protéines. On en a trouvé 66 qui sont donc à exploiter. Et donc, dans l'autre partie de l'arbre, j'ai presque terminé, nous avons des Canet Corso, donc, sur lesquels nous faisons nos études, et une race proche phylogénétiquement, c'est les dogs de Bordeaux dont je vous ai parlé tout à l'heure et pour lesquels on a aussi beaucoup de prélèvements, ce qui est le cas aussi des bouviers bernois dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on a séquencé, pareil, 5 chiens avec 3 chiens atteints et on a trouvé 56 variants dans des gènes codant des protéines. Alors, la suite du projet est financée par la Fondation Groupama Vaincre les maladies rares. Donc, on va continuer l'analyse des variants dans chaque race en regardant cette fois-ci les variants introniques et intragéniques. Les insertions et les délétions de grande taille qu'on n'a pas encore regardées et aussi comparer les races étudiées, donc le grand bouvier suisse et le bouvier bernois pour voir les variants qui sont communs entre ces deux races proches génétiquement, le Canet Corso et le dogue de Bordeaux de la même manière. Donc ces analyses sont en cours, mais on a déjà une liste de très bons gènes candidats qui sont à valider. Et je vais terminer donc, voilà, par remercier tous les membres de l'équipe génétique du chien, ainsi que donc, nos partenaires financiers, dont la Fondation Maladies Rares et la Fondation Groupama Vaincre les maladies rares, qui nous aident pour ce projet, les autres financeurs pour l'ensemble des whole génomes, etc., et surtout les vétérinaires, éleveurs et propriétaires de chiens qui nous permettent d'alimenter notre base de données, et vous pour votre attention. Et je suis désolée pour avoir débordé. Merci beaucoup, Pascal. Il y aura sûrement des questions tout à l'heure. Du coup, on va enchaîner tout de suite avec la présentation suivante, donc, qui va être faite par le professeur Isabelle Pellier du CHU d'Angers, responsable de l'unité d'hématologie oncologie pédiatrique, et qui va nous présenter un gros projet aussi, le projet ExoCare, concernant l'étude d'exomes, la recherche par exome de nouveaux gènes de prédisposition au cancer rare de l'enfant. À vous, Isabelle. Merci beaucoup, Madame Audin. Merci beaucoup, Sylvie. Merci de m'avoir autorisé aujourd'hui à présenter ce projet. C'est un projet qui est préliminaire puisque les inclusions sont en cours. Et donc, il s'appelle ExoCare, puisque l'idée est de rechercher par exome des nouveaux gènes de prédisposition au cancer rare chez l'enfant. C'est une idée en fait qui est née, donc c'est un travail qui est fait avec les oncogénéticiens du Grand Ouest et qui est devenu national. L'idée est venue, vous savez qu'on présente les dossiers des enfants avec cancer donc en RCP interrégional, et on trouvait, nous cliniciens et oncogénéticiens, qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui avaient de retard du développement ou des acquisitions. Et donc, nous avons construit ce projet avec
Marie de Terrac et Olivier Angster, le professeur Bonneau et le docteur Denisot à Rennes, et avec bien évidemment tous les autres oncogénéticiens, pour essayer de comprendre est-ce qu'effectivement il y avait des identifications de mutations causales, en tout cas pour ces enfants qui associaient un cancer et une anomalie du développement. Et donc, ça a donné lieu à un projet maintenant national qui a eu donc un financement par un appel d'offres de la DGOS, qui est un PRTK. Et donc, Marie de Terrac a en charge toute l'analyse, effectivement, au CHU de Rennes. Juste un petit rappel, les cancers pédiatriques, c'est environ 2500 nouveaux cas par an en France entre 0 et 18 ans. C'est moins de 1% de l'ensemble des cancers. Et comme vous pouvez le voir là sur le camembert, ce sont des cancers qui peuvent être, qui n'existent pas donc pour 80% chez l'adulte, et en tout cas qui ont une disparité avec les hémopathies étant les plus fréquentes avec les tumeurs cérébrales. Ces enfants, grâce effectivement à l'amélioration des traitements, atteignent un taux de guérison de 80% dans les pays occidentaux, mais néanmoins, vous voyez qu'il nous reste des progrès à faire et des progrès aussi à faire dans la compréhension mécanistique, en tout cas, de l'apparition de ces cancers. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a très peu, en fait, d'étiologie, en tout cas, et même de coûts de prévention à faire chez l'enfant, puisque les causes identifiées virales ou en tout cas de causes environnementales sont extrêmement rares. Ce qu'on a en tout cas appris ces dernières années, c'est que de plus en plus, on découvre qu'il y a des causes génétiques, avec en particulier certaines qui sont extrêmement bien connues, par exemple la trisomie 21, le Noonan, le liphoménie, les neurofibromatoses, avec par exemple pour la trisomie 21 un risque pour les enfants multiplié par 20 de faire une leucémie aiguë lymphoblastique. Donc il y a des pathologies effectivement génétiques qui prédisposent au cancer de l'enfant, mais jusque-là, on estimait qu'il y avait environ entre 1 à 2%, en tout cas des cancers de l'enfant, qui avaient une prédisposition génétique. Et en tout cas, depuis 2015, on se rend compte que les causes génétiques prédisposent beaucoup plus, en tout cas, au cancer. Et en particulier, quand on regarde bien les critères d'inclusion et de recherche, en tout cas, de ces enfants, on se rend compte que maintenant, on est quasiment à 10% des cas expliqués quand, par exemple, vous regardez les antécédents familiaux ou bien s'il y a des anomalies du développement par certaines études qui ont déjà été réalisées sur le plan international. Donc, l'idée de ExoCare était d'identifier, grâce au séquençage d'exomes, de nouvelles mutations et de nouveaux gènes impliqués dans la prédisposition au cancer de l'enfant. Donc, pour ça, on s'est basé sur une cohorte qui existe sur le plan national avec des enfants qui sont inclus dans une base de données qui s'appelle TED, qui est donc Tumeurs et Développement, qui est donc à Necker, dirigé par le professeur Sarnaki, qui en fait enregistre toutes les anomalies, qu'elles soient du développement ou autres en tout cas, dans cette base de données. On a donc exclu, on est allé avec le docteur Olivier Angster regarder cette base de données, on a exclu les enfants où il y avait déjà des gènes connus de retard du développement, et donc on a sélectionné, aujourd'hui on est à 130 patients sélectionnés, et l'idée effectivement est d'inclure ces patients et de faire les analyses chez Marie de Terrac. Donc c'est une étude prospective, multicentrique, puisqu'il y a 28 centres aujourd'hui qui peuvent être inclus et qui ont inclus en tout cas des enfants dans cette base de données, donc qui regroupe les enfants qui ont un cancer avec un retard du développement. Et l'idée est de faire des analyses donc en trio, donc de rechercher chez l'enfant une mutation de novo. Et donc, le plan expérimental en trio va permettre de comparer les données de l'exome de l'enfant et du patient à celui de ses parents. Juste, l'idée est de comparer effectivement les données génétiques aussi constitutionnelles et somatiques que l'on va pouvoir trouver. Donc, nous avons mis en place pour cela un board clinico-scientifique pour essayer de comprendre effectivement les analyses. Elles sont faites dans un premier temps donc, chez Marie de Terrac au laboratoire de génétique de Rennes. L'analyse effectivement des variants qui va être faite va ensuite être aidée par le docteur Rossi Ziegler à Angers. Et ensuite, on propose d'analyser avec les oncogénéticiens, les généticiens et les cliniciens qui s'occupent de ces enfants, de regarder les résultats et d'essayer de comprendre effectivement quels peuvent être les variants candidats. Donc, l'objectif en fait de ce comité clinico-scientifique, il est délicat parce que
on se doit effectivement de discuter évidemment des résultats des analyses d'exomes, de formaliser aussi les résultats des analyses, et ensuite il va falloir revenir vers les patients. Donc l'oncogénéticien en charge du patient va demander effectivement d'abord à réaliser une confirmation par un séquençage si le gène est connu. Et d'autre part, quand on ne connaît pas effectivement le gène, l'idée va être de demander, grâce à l'oncogénéticien sur site, de faire une analyse fonctionnelle de ce gène candidat à partir d'un nouveau prélèvement chez les malades, et donc reconvoquer en tout cas les familles. Toute cette procédure est pour nous extrêmement importante, parce qu'effectivement, cela doit être transmis avec précaution lors d'une consultation avec l'oncogénéticien sur le CHUV qui prend en charge en tout cas le malade, et ce board va se faire effectivement avec les cliniciens. Oui. C'est dramatique. Donc, on voit juste une idée, hein, on a déjà fait un premier board, donc vous voyez que ce board peut comporte effectivement des oncogénéticiens, des chercheurs aussi, mais bien évidemment toujours l'oncopédiatre qui prend en charge les enfants. Donc, juste les cas présentés, par exemple, au cours du premier board, effectivement, il y avait des enfants avec, vous voyez à gauche, les cancers, en tout cas, des enfants, et les anomalies, en tout cas, du développement que ces enfants pouvaient présenter. Donc, on a une analyse avec une priorisation des variants qui intègre des données de phénotype profond. Donc, si on prend, par exemple, les 5 premiers enfants qu'on a pu analyser, il y a eu effectivement, pour en tout cas au moins deux gènes candidats, donc CAPRIN2 et puis EBF3, et donc des analyses fonctionnelles sont actuellement en cours. Donc aujourd'hui, il y a 138 patients qu'on a sélectionnés dans cette base TED au 31 décembre. Donc vous voyez, avec une répartition des enfants donc, sur le plan national. On a inclus 21 patients aujourd'hui. Donc là, Madame Marie de Terrac m'a bien dit ce matin que les analyses étaient arrivées donc, de 20 patients, donc analyse en trio avec les parents arrivés ce matin. Il va rester aussi l'analyse de la tumeur à réaliser. Et donc, nous allons les analyser et réaliser un premier board prochainement. Donc, en tout cas, tout ceci est pour aller vers une meilleure prise en charge du patient. Cette étude, elle peut avoir lieu parce qu'il y a eu effectivement une réflexion interrégionale entre généticiens et oncogénéticiens et les oncopédiatres, qui est née d'une idée à la RCP. On trouvait qu'il y avait beaucoup trop d'enfants présentés avec un retard des développements. Et donc, on remercie beaucoup le professeur Sarnaki, qui a donc cette base de données sur Paris, qui nous a donné en tout cas l'opportunité de lancer cet appel d'offres des GOS. Et j'espère en tout cas que d'ici 1 an ou 2, en tout cas, nous allons pouvoir vous donner beaucoup plus de résultats et vous expliquer effectivement les résultats que nous avons trouvés. Donc, l'équipe TED que vous voyez à gauche avec le professeur Sarnaki, hein, et donc, avec qui nous collaborons étroitement et pour lequel nous faisons l'inclusion des patients. Et puis, évidemment, une équipe ExoCare qui est actuellement bien interrégionale et avec des boards en revanche qui sont, eux, nationaux. Je vous remercie. Merci infiniment Isabelle pour cette belle présentation dans les temps et très claire. Donc, on va enchaîner avec un autre sujet. Donc, c'est d'ailleurs encore une équipe d'Angers, donc avec le professeur Pascal Régnier, qui va nous parler des approches en métabolomique. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup aux organisateurs de me donner l'opportunité de présenter quelques applications de la métabolomique dans les maladies rares. Nous avons développé 3 pipelines qui permettent de doser par spectrométrie de masse environ 1000 métabolites, ce qui représente à peu près 1% du métabolome humain. Et quelle que soit la pathologie étudiée ou le phénomène biologique étudié, on pose une seule question dans cette démarche, c'est d'essayer de capturer une empreinte biologique. Pour cela, on définit un groupe pathologique et un groupe contrôle. Évidemment, comme toutes les omics, c'est une approche qui est totalement sans a priori. Donc, une fois les données normalisées, et ce sont des concentrations en métabolites que l'on compare, donc on réalise des analyses multivariées en 3 temps. Tout d'abord, une analyse en composantes principales non supervisée, qui nous permet de voir comment le logiciel, sans lui indiquer les groupes qu'on compare, va regrouper les échantillons entre eux selon leur profil métabolique. Et évidemment, si les groupes que l'on compare apparaissent déjà spontanément comme clusterisés,
c'est extrêmement puissant comme prédiction de la pathologie ou du phénomène étudié. Dans un deuxième temps, on réalise une analyse supervisée en OPLSDA et cette fois-ci, on indique au logiciel quels sont les groupes que l'on veut comparer et on lui demande d'identifier des modèles qui permettent de prédire l'appartenance à l'un des deux groupes et on cherche à avoir un paramètre qui s'appelle le Q2 cumulé supérieur à 0,5 pour avoir ce type de modèle discriminant. Les signatures biologiques responsables de ces modèles discriminants, on les présente sous la forme d'un volcanoplot ou d'un nuage de mots. Dans le volcanoplot, on présente d'un côté les métabolites qui sont diminués dans un groupe par rapport à l'autre, et puis les métabolites augmentés dans un groupe par rapport à l'autre, et puis c'est le code couleur qui nous donne l'augmentation ou la baisse dans les nuages de mots. Alors, premier exemple sur la capacité à identifier de nouveaux mécanismes physiopathologiques grâce à cette approche. Par exemple, dans la neuropathie optique héréditaire de Leber, qui est une des deux plus fréquentes pathologies du nerf optique héréditaire, qui est due à des mutations de l'ADN mitochondrial et une anomalie du complexe 4, l'étude des fibroblastes des patients par rapport à des contrôles nous a donné cette signature avec une baisse de tous les acides aminés, une augmentation des phosphatidylcholines, une baisse des sphingomyélines. Et on a fait l'hypothèse en explorant cette signature d'un stress du réticulum endoplasmique que l'on a confirmé avec 4 biomarqueurs du stress du réticulum endoplasmique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint une hypothèse qui avait été faite en transcriptomique il y a quelques années, pareil sur des fibroblastes des patients, et qu'on a confirmé récemment par protéomique. Donc, ça montre bien la capacité de la métabolomique à voir un peu plus large, parce qu'en général, les recherches sur cette maladie se concentrent sur la mitochondrie, donc à voir un peu plus large, et ça ouvre une perspective thérapeutique, parce que le TUDCA est un acide biliaire qui commence à être utilisé dans des essais cliniques comme inhibiteur de stress du RE. Le deuxième exemple, c'est la crise vaso-occlusive chez les patients drépanocytaires. On a étudié le sang, le plasma de 40 patients à l'état basal par rapport à la crise. On a identifié une signature qui montre une perturbation du métabolisme du NO comme on peut s'y attendre avec l'arginine, la diméthylarginine, la symétrique diméthylarginine, mais aussi une quinzaine de métabolites sont déjà connus pour être associés à la douleur, comme la DOPA, la sérotonine, mais aussi l'arginine, l'ornithine, le glutamate, etc. Et puis une crise énergétique, parce que comme on le voit ici, les sucres sont augmentés dans le plasma des patients pendant la crise, ce qui signifie qu'ils sont moins utilisés en termes de conversion énergétique. Avec strictement la même approche, on a étudié les globules rouges aussi des patients, et là on voit un profond remodelage des phosphatidylcholines, des lysophosphatidylcholines, donc un remodelage de la membrane des globules rouges pendant cette atteinte. Donc, à partir de ces signatures, on cherche à identifier des biomarqueurs qui permettraient de prédire l'arrivée d'une crise vaso-occlusive. Le deuxième élément, c'est la capacité à classer les variants clonés selon leur sévérité. Donc là, ça a été une des choses les plus surprenantes que l'on ait pu observer. À partir de fibroblastes de souris, on délète le gène OPA1. Alors, l'OPA1 est responsable, c'est la deuxième grande cause d'atrophie optique héréditaire, c'est l'atrophie optique dominante. On délète le gène OPA1 qui conduit donc à une modification du profil métabolomique et on insère le cDNA sauvage humain et puis 4 types de variants. Et là, on est en analyse non supervisée et on s'aperçoit que la classification des variants par les profils métaboliques de manière non supervisée rejoint totalement la sévérité clinique et biologique. Par exemple, cette mutation R45H est connue pour être la plus sévère avec des formes syndromiques de neuropathie optique. Celles-ci, ces deux mutations, ces deux variants sont liés à des formes isolées moins sévères. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant, c'est ce variant hypomorphe I382M qu'on connaît depuis longtemps, qui, à l'état homozygote, ne donne aucune pathologie, mais quand il est associé en hétérozygote composite avec un variant pathogène, il donne des formes sévères néonatales. Et donc, biologiquement, personne n'était arrivé à discriminer, en fait, par rapport aux témoins, ce variant. Et là, on voit que la métabolomique est capable de elle met très proche, évidemment, parce que c'est un variant hypomorphe peu pathogène, elle le met très proche du wild type, mais en même temps, elle arrive à discriminer quand même un effet pathogène. Et de la même manière, nos collègues qui travaillent sur l'oncogène RET arrivent à discriminer les variants qui ont le plus fort potentiel oncogénique.
Et par exemple, dans cette étude, ce variant qui avait un statut un peu inconnu en termes de potentiel oncogénique a été classé par rapport avec d'autres variants avec un risque moins important que ce variant-là de risque oncogénique. Et vous voyez que dès le PCA non supervisé, on voit bien regrouper ce variant-là à haut potentiel oncogénique. La capacité à identifier de nouveaux biomarqueurs, si je reprends l'exemple de OPA1 et de l'atrophie optique dominante, tout à l'heure on a vu la signature globale, mais on peut isoler certains biomarqueurs plus spécifiques et vous voyez qu'il y a des parfaites corrélations avec le ratio spermine-spermidine ou hydroxyproline, des parfaites corrélations de sévérité entre le variant le plus sévère, les deux formes donnant des atteintes isolées et puis le fameux variant hypomorphe avec ici le wild type. La métabolomique voit extrêmement bien le dimorphisme sexuel, qui est aussi un des premiers éléments de la stratification de la médecine personnalisée. J'ai juste un exemple qui n'est pas celui d'une maladie rare, mais dans l'hypertension artérielle, dans le plasma des patients, on distingue un socle commun de métabolites modifiés par l'hypertension artérielle, mais on voit aussi de profondes différences, en particulier sur l'arginine, l'activité de l'arginase, ou alors des modifications du remodelage phospholipidique particulier, avec vraiment des particularités qui concernent les hommes ou les femmes, soit dans les mécanismes qui conduisent à l'hypertension, soit dans les conséquences de l'hypertension artérielle. Enfin, le dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est la capacité de la métabolomique à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Dans un de nos pipelines analytiques, on a le dosage de la nicotinamide, qui est un composant de la vitamine B3 et qui est très peu étudié en médecine. Et dans l'atrophie optique autosomique dominante, on a été surpris de voir dans le plasma des patients une baisse de cette vitamine B3 qui est encore plus marquée chez les patients qui ont des formes syndromiques plus sévères. On a aussi été surpris de voir que dans l'autre forme de neuropathie optique héréditaire la plus fréquente, on trouve aussi une baisse de cette nicotinamide dans la maladie de Leber, la neuropathie optique héréditaire de Leber. Et enfin, et ça montre aussi la capacité de la métabolomique d'étudier à la fois les maladies rares et les maladies fréquentes, dans cette étude, d'abord, on a été très surpris de trouver une signature biologique dans le plasma des patients présentant un glaucome, qui est aussi une atteinte du nerf optique. Et vous voyez que ces différentes approches statistiques univariées, multivariées, modèle Lasso ou machine learning, identifient la nicotinamide, la baisse de nicotinamide comme l'élément commun à toutes ces approches. Donc, on a une baisse chez les patients de la nicotinamide, et ces travaux sont contemporains à un article paru dans Science en 2017 d'une équipe de Boston qui montrait dans un modèle murin de glaucome un effet très spectaculaire de la nicotinamide pour prévenir de l'atteinte du nerf optique. Et puis donc, se mettent en place plusieurs essais dans le monde pour essayer de traiter le glaucome avec la nicotinamide. Et un des premiers essais a été publié récemment avec des perspectives très encourageantes d'effets thérapeutiques. De notre côté, on essaie de monter un essai thérapeutique pour l'atrophie optique dominante avec donc cette nicotinamide. Voilà, pour conclure, c'est l'approche métabolomique est extrêmement sensible. Il y a une grosse puissance statistique parce que, comme vous avez vu sur les différents exemples que je vous ai montrés, on utilise finalement de relativement faibles effectifs. Ensuite, c'est universel. Ce qui est intéressant, c'est que pour toutes les questions posées, tout tissu, tout liquide biologique, toute espèce, toute question, on peut finalement utiliser les mêmes pipelines. Donc, c'est des pipelines qui sont optimisés, ça permet d'aller assez vite. Donc, c'est un outil majeur de phénotypage profond et, pardon pour le côté un peu marketing, mais certains présentent la métabolomique comme un peu le stéthoscope du 21e siècle. Donc, je pense que vraiment, on a des éléments intéressants. Le grand défi aujourd'hui, c'est d'appliquer la métabolomique à l'échelle individuelle, parce que là, je vous ai présenté que des études de groupe. Et je crois que Dominique Bonneau, en fin de journée, présentera le projet Priomix, dans lequel on va essayer d'appliquer la métabolomique à l'échelle individuelle. Donc voilà, je voudrais remercier tous les collègues de biochimie, de l'équipe Mytolab et puis nos collaborateurs pour leur contribution à ces travaux. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Pascal. Ça ouvre effectivement des perspectives extraordinaires. Et ce continuum entre tous les omics, finalement, qui arrivent. Donc, nous, avec Stéphane, donc on va vous présenter brièvement les activités du réseau GEMexcel. Donc, on va vous présenter ça à deux voix, au nom évidemment de toutes les équipes du Grand Ouest. Mais donc, ce réseau
de génétique et génomique qui est coordonné par Stéphane Béziot et moi-même. Alors, on a eu le titre, entre guillemets, de réseau d'excellence du GCS Hugo. Et c'est quoi un réseau d'excellence? En fait, c'est au-delà d'un réseau d'investigateurs, c'est vraiment un réseau transversal qui se veut au service de tout le territoire et de tous les professionnels. Donc, pour rendre visible une thématique et des expertises, fédérer des compétences et des nouvelles technologies et développer des outils, de la formation continue, de l'enseignement et une recherche, puisqu'on est dans une journée recherche, bien sûr, collaborative de qualité. Donc, apparemment, on rentrait dans les clous de cette définition. Alors, pourquoi on a décidé à l'échelle du Grand Ouest de constituer ce réseau? En fait, il existait déjà de façon un peu informelle, puisqu'on avait déjà bien repéré qu'on avait de multiples expertises, un maillage territorial des ressources fortes, des collaborations très anciennes qui existaient déjà et du coup, la possibilité de réaliser des projets de recherche multicentriques sur des maladies ou des cancers rares, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette notion finalement d'équipe, de grande équipe multisites au niveau de notre interrégion ouest dédiée à la génétique et à la génomique. Donc, ce réseau, il succède, en fait, il ne vient pas de nulle part, il succède au réseau d'investigateurs GEM Hugo et au réseau d'épidémiologie génétique qui était coordonné par Claude Ferrec et Emmanuel Génin. Et donc, on a regroupé tout ça sous le nom de réseau GEM Excel. Et donc, c'est un financement Hugo, mais nous sommes réévalués annuellement. Donc, il y a un animateur, chef de projet, qui est Amandine Charton, et un conseil scientifique composé de 14 responsables scientifiques qui représentent toutes les spécialités de la génétique et les 5 CHU du Grand Ouest. Bon, voilà notre petite identité visuelle, le logo. Donc, les objectifs, c'est d'apporter une compétence transversale en génétique et génomique dans toutes les spécialités médicales, d'aider à l'acculturation à la génétique auprès de tous les collègues, tous les professionnels médicaux, paramédicaux, mais aussi le grand public. Mobiliser toutes les compétences pour monter peut-être à terme une plateforme de génomique de l'Ouest, développer des outils à l'usage des professionnels et surtout, parce qu'on est plus fort ensemble, essayer de réaliser une force de frappe pour répondre aux appels à projets d'envergure nationale et internationale, puisque finalement, on est quand même chacun des petites équipes. Former les acteurs de terrain donc à la culture de la génomique et rendre ces activités plus lisibles pour le grand public et les patients. Au total, finalement, mieux intégrer cette médecine génomique dans le système de soins, c'est permettre à un grand nombre de patients de bénéficier d'une prise en charge diagnostique et thérapeutique plus personnalisée. Et ça, c'est finalement, ça rejoint le titre de cette session, de la recherche au diagnostic et du diagnostic à la recherche avec toujours le patient au centre. Donc, nous avons 4 axes principaux et 2 axes transversaux. Un premier axe autour des anomalies du développement et de la déficience intellectuelle. Un deuxième autour de la neurogénétique et des maladies du métabolisme. Un troisième, c'est l'oncogénétique. Le quatrième, c'est l'épidémiologie génétique. Et puis, donc 2 axes transversaux, sciences humaines et sociales, et notamment concernant la génétique et ses enjeux sociétaux. Et puis, un axe qui concerne toutes les innovations technologiques et notamment avec l'arrivée du séquençage au débit. Donc, les activités, on ne va bien sûr pas vous les détailler, mais donc, on peut regrouper sous le chapeau compétences transversales en génétique et génomique, donc l'organisation régulière de séminaires de génétique de l'Ouest, former les internes avec notamment des consultations simulées, l'application forte, comme on le disait en introduction avec Jean-Louis ce matin, dans la préparation des assises de génétique, puisque là, successivement, ça s'est passé donc à Nantes, à Tours, et les prochaines sont à Rennes. Développer des outils à l'usage des professionnels avec le développement d'un portail commun d'interprétation des données génomiques, dont on vous parlera un petit peu plus loin. Un projet aussi
d'intelligence artificielle Hugo RD. Mutualiser donc nos expertises en intégrant l'épidémiologie génétique, qui est aussi très, très importante, hein, chapeautée par l'équipe de Brest. Et puis essayer d'être plus lisible et utile, hein, pour le grand public et les patients, et notamment essayer de sensibiliser la population générale au risque de tests génétiques en libre service et au rôle des généticiens. Voilà, donc on est en train aussi de travailler à un site internet digne de ce nom et de développer des projets de recherche communs. Donc je vais passer la parole à Stéphane qui va faire un focus, puisque c'est le thème de la journée, c'est la recherche sur nos projets. Merci Sylvie. Ben, oui, évidemment, c'est un peu de survoler les projets nombreux qui nourrissent le réseau. Et pour la petite histoire, quand on s'est réunis la première fois pour avoir des thématiques de recherche communes aux alentours de 2013-2014, on s'est rendu compte qu'on travaillait sur des maladies rares. Donc, par définition, c'était un petit peu compliqué de trouver un sujet qui rassemble tout le monde au niveau d'un intérêt de recherche. Et malgré tout, on a trouvé le sens à notre recherche autour d'un focus commun, autour des pathologies du neurodéveloppement, qui représentent les consultations les plus importantes en nombre au niveau de la clinique. Donc, une fois qu'on avait posé cet intérêt principal autour des pathologies neurodéveloppementales, on est parti sur un premier projet qui s'est appelé Hugo DIMS, donc pour hôpitaux universitaires du Grand Ouest, qui s'intéresse à la déficience intellectuelle modérée et sévère. Et là, on a mis en place un projet financé dans le cadre d'un PHRC interrégional et qui a été suivi ensuite par d'autres financements, y compris de nos ARS des 3 régions, puisque à l'époque, on avait la région Poitou-Charentes qui était associée, et ensuite sont venus des financeurs, dont la Fondation Maladies Rares et également privés comme la Fondation Groupama. Ce qui a permis l'objet de ce projet était de s'intéresser à identifier des nouvelles causes de déficience intellectuelle, donc vraiment un projet vraiment caractéristique de la génétique, c'est-à-dire à frontière du soin et de la recherche, puisque grâce à l'expertise clinique au sein du centre de référence des anomalies du développement de l'Ouest, on a sélectionné tous ensemble des patients, donc un nombre quand même assez important de 150 patients pour lesquels il n'y avait pas de cogénétique connue à leur pathologie neurodéveloppementale. Et puis, on a, entre 2014 et 2018, donc réalisé le séquençage d'exoventriaux, donc comme il vous avait été présenté tout à l'heure, séquencer à la fois les parents et les enfants pour rechercher des mutations de novo qui sont parmi les causes majoritaires de déficience intellectuelle. Donc ce travail a bénéficié de l'expertise clinique de manière importante à l'entrée pour la sélection des patients et à la sortie dans l'échange clinico-biologique qu'il y a eu à partir des données génomiques qu'on a pu produire. Ce qui est caractéristique, c'est que de ce projet, c'est qu'il a bien marché puisqu'on a atteint un taux diagnostic de plus de 60% aujourd'hui. 60% grâce aussi à une deuxième phase qui a été le séquençage en génome trio pour les patients, pour un certain nombre de patients pour lesquels l'exome trio était négatif. Donc ça a conduit finalement, si on s'intéresse à la maladie rare et un nombre restreint de patients, à l'identification quand même de plus d'une 50aine de gènes, donc publiés par nos équipes ou en collaboration avec des équipes internationales, ça a pu initier de nombreuses collaborations internationales sur le sujet. Et à l'échelle internationale aussi, là, sortir pas seulement les patients, bien sûr, de la région Hugo, mais des patients à l'échelle nationale et à l'échelle internationale de cette impasse diagnostique. Je crois que le succès de ce projet était vraiment l'expertise clinico-biologique et d'avoir fédéré l'équipe autour de cette thématique. Il y a des perspectives, ce projet continue à vivre avec des nouvelles approches parce qu'on est persuadés tous que l'ensemble des patients
a une cause génétique à sa pathologie, et c'est simplement qu'on n'a pas réussi aujourd'hui à l'identifier. Donc, on va intégrer de nouvelles techniques omiques, comme la transcriptomique, l'analyse en génome long read, ou pourquoi pas la métabolomique prochainement, on l'espère par des collaborations avec Pascal, qui nous a présenté précédemment de brillants succès par cette approche. Diapositive suivante. Donc, une fois qu'on a identifié des gènes ou des gènes candidats, se pose la question toujours de comprendre la maladie, et une des approches aussi est d'identifier d'autres causes lorsqu'on ne l'a pas trouvé. Donc c'est le projet Mildred, et je ne veux pas spoiler l'excellent professeur Dominique Bonneau qui va intervenir tout à l'heure pour présenter ce projet dont il est principal investigateur. Il en parlera beaucoup mieux que moi, et donc c'est bientôt, c'est dans 1 heure à peu près qu'il intervient. Alors, le but de GEMexcel et de ces projets, c'est donc d'envisager la médecine génomique à partir du diagnostic. Hein, c'est ce qu'on a vu un peu précédemment avec le projet Hugo Dims. Comprendre les mécanismes physiopathologiques, mais aussi intégrer les conséquences sociétales de la médecine génomique, et ça porté par le docteur Laurent Pasquier, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent ce jour, parce qu'il devait être là, et un empêchement majeur qui l'empêche d'être là malheureusement. Et il en aurait très bien parlé tout à l'heure aussi, mais l'idée est vraiment d'intégrer la question de la génétique, tant du point de vue du prescripteur que du point de vue des patients. Et qu'est-ce qu'on fait des données? Quand est-ce qu'on prescrit un test génétique? Comment c'est ressenti par les patients? Alors, c'est un travail très intéressant qui implique des équipes de juristes, d'éthique et de recherche en sociologie, qui a abouti là aussi à des publications en 2019 et 2021 avec des financements de l'Agence de biomédecine et de la DGOS. Le but, c'est vraiment de mettre le patient à terme au centre de la question et d'explorer les pratiques en génétique autour du patient et pour le patient. Diapositive suivante. Alors, là, on est à nouveau dans la question de savoir interpréter des données génomiques produites avec le projet HugoRD. Et là, on retrouve la question fondamentale, l'expertise du clinicien et des cliniciens. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on identifie un nouveau gène impliqué dans une maladie neurodéveloppementale, ce gène peut être aussi responsable d'un ensemble de signes cliniques qui n'ont pas été forcément notés parce qui n'entraient pas dans la caractérisation initiale du phénotype clinique du patient. Et il y a besoin de pouvoir aller fouiller les données à l'échelle des CHU, donc les données de tous les comptes rendus. C'est le projet HugoRD qui est mené par le docteur Marie de Terrac, qui, à partir de données de séquençage d'exome ou de génome, va permettre, par un outil de traitement automatique de langage naturel, qu'on appelle le TALN, d'aller extraire de l'ensemble des comptes rendus cliniques produits à l'échelle des CHU d'Hugo des éléments cliniques que l'on va pouvoir confronter aux données génomiques pour faciliter l'interprétation clinico-biologique. C'est un projet qui a été lauréat de l'appel d'offres exploitation des données de santé du Grand Ouest. Donc, la fouille de données s'organise à travers de la recherche de ces fameux termes caractéristiques de phénotypes précis qu'on appelle les termes HPO. Diapositive suivante. Toujours coordonnée par Marie de Terrac, une autre question qui se met en regard de l'organisation de l'interrégion vis-à-vis des plateformes génomiques nationales, vis-à-vis de la production aussi d'exomes en diagnostic en routine. Comment optimiser et par quel outil cette production? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il existe soit des solutions issues du privé, soit des solutions académiques mais fragiles, parfois le manque de ressources bioinformatiques sur chaque site qui peuvent répondre à la question. Donc ça a conduit à développer un portail d'interprétation de données génomiques qui serait
commun qui est actuellement en cours de développement. Donc, c'est le projet Diago pour le diagnostic des variants génétiques à l'échelle d'Hugo. Donc, si vous voulez, lorsque les données génomiques sont produites, bien sûr, il y a toute une analyse bioinformatique qui se passe d'alignement de séquences, mais je passe les détails. Mais derrière, une fois qu'on a généré des fichiers qui sont utilisables, qui ressemblent à des grands tableurs Excel finalement, on va aller rechercher. Il faut un outil qui permette d'organiser cette fouille de données à travers ces fichiers qu'on appelle les fichiers VCF. Donc, c'est le but du portail Diago. Et qui va permettre aussi une communication entre tous les interprétateurs de données à l'échelle Go et avec une démarche donc qui va être à la fois commune mais également synergique en utilisant les connaissances de chacun à l'échelle du Go. Et on ne part pas de rien sur ce projet-là. On a voulu profiter d'une collaboration avec les plateformes existantes, Oragen et Sequoia, au travers de l'utilisation de leurs outils bioinformatiques. Alors pour Oragen, c'est l'outil Curagen, dont on utilise certains aspects, ainsi que l'outil Moabi pour la plateforme Sequoia, enfin l'outil académique de la plateforme Sequoia, qui est l'outil Leaves. Et puis aussi, ce projet fait suite à un projet qui avait été financé au niveau de l'interrégion Go, qui s'appelle le projet Regova, piloté par professeur Dominique Bonneau et réalisé par Anne-Sophie Denomé chez nous. Et donc, on intègre l'ensemble de ces produits pour faire un produit Hugo, mais qui s'appuie sur des supports déjà très, très solides. Et pour conclure, 2 dates annoncées, c'est le 9 et 10 septembre et on l'espère en présentiel. Ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir s'y rendre au Croisic, le séminaire de génétique de l'Ouest qui a lieu tous les ans à cet endroit, dont le thème est aujourd'hui sera neurogénétique et communication avec des communications libres comme à chaque fois, et bien sûr les assises de génétique humaine à laquelle Sylvie et son équipe se sont engagés à organiser à Rennes, qui rassemble à chaque édition 1500 personnes. Donc ça, c'est évidemment l'événement de tous les 2 ans des généticiens qui nous rassemblent tous. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Stéphane. Alors, on a un peu de temps pour des questions. Donc, je remonte tout de suite une question de M. Dupont. Pour le professeur Pascal Régnier, la nature des tissus analysés a-t-elle une importance en métabolomique? Les fibroblastes et le plasma sont-ils dans tous les cas représentatifs de l'état pathologique? Merci pour votre présentation. Donc, c'est une question de Jean-Baptiste Dupont, INSERM U1089 de Nantes. Alors, merci pour cette question. C'est vrai qu'on est un peu dans une période exploratoire. Voilà. On est dans une période exploratoire et c'est vrai qu'on a essayé d'étudier vraiment beaucoup de tissus, beaucoup de liquides biologiques. Et donc, ils ont tous leurs spécificités, évidemment. Le sang, le plasma, les leucocytes sont intéressants parce que finalement, ils baignent l'ensemble des tissus, donc ils peuvent représenter des mécanismes issus du corps entier. Les fibroblastes, l'avantage, c'est que voilà, ils sont porteurs de mutations, ils ont des caractéristiques peut-être plus précises. Après, c'est vrai que l'intérêt vraiment, c'est que la métabolomique, le même pipeline, peut s'adapter à tous les prélèvements. Par exemple, on a l'habitude d'étudier le plasma, mais là, on essaie d'étudier maintenant systématiquement aussi les leucocytes et les globules rouges, voir s'ils peuvent nous apporter des indications supplémentaires. Alors, ce qui marche le mieux, évidemment, c'est les variants clonés sur des fonds isogéniques. Alors là, on a une puissance statistique énorme, bien sûr. Parce que la grande difficulté, c'est la variabilité. Entre les individus, quand on prend des individus dans le glaucome, par exemple, il y a toute la variabilité de l'âge, du sexe, des traitements, des autres pathologies, des comorbidités, etc. Donc, plus on va vers des formes isogéniques ou plus homogènes, plus on gagne de la puissance statistique. Donc, le grand défi, c'est en préanalytique, que lorsqu'on conçoit l'étude, c'est de vraiment limiter toute la variabilité qui est hors de la situation que l'on veut explorer. Donc, on essaie de limiter il y a pas mal de méthodes pour limiter cette variabilité, à parier les groupes par âge, par sexe, etc. Vous faites sur le LCR aussi?
Alors, on l'a fait une fois dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on n'a pas obtenu de signature. On obtient une signature enfin, jusqu'à présent, on a étudié 36 situations, disons, et on est tombé sur des signatures discriminantes significatives dans 8 cas sur 10 à peu près. Dans la maladie d'Alzheimer, on n'avait pas trouvé, mais c'était une petite cohorte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question. Jean-Louis Mandel. Oui, c'était. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. En fait, je voulais poser une question sur le gène MAST2. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et enfin, il y a deux petites questions. D'une part, est-ce qu'il y a d'autres mutations qui ont été trouvées? Parce que si j'ai bien compris, c'était une perte de fonction. Et donc, on devrait trouver d'autres mutations. Est-ce qu'il y a eu d'autres familles, d'autres malades décrits avec d'autres mutations, parce que là, c'était une mutation très, je dirais, fondatrice. Donc, ça, c'est une première question. Et la deuxième, est plus générale, je me souviens, c'était une de mes réactions quand on a beaucoup parlé à un moment de controverse sur la pilule de 4e génération de ces jeunes femmes qui étaient décédées de thrombose. Et je m'étais demandé, est-ce qu'elles avaient en plus de Leiden ou d'autres peut-être variants, et est-ce qu'il y a eu des analyses d'exomes faits, alors post-mortem ou en tout cas dans des cas très graves, pour essayer de voir est-ce qu'il y a des sensibilités qui se surajoutent à des facteurs de risque, parce que là, dans votre, vous avez dit on a éliminé ceux qui avaient des facteurs de risque pour prendre que, effectivement, ça augmente la probabilité de trouver quelque chose de génétique, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce qui pour un facteur de risque qui est très commun dans la population, fait qu'il y a des gens qui passent. Et la dernière, c'est est-ce qu'on fait quelque chose pour les thromboses post-vaccination AstraZeneca? Alors, des questions pour professeur Bureau et Naïm. Alors, merci beaucoup pour vos questions. La première chose, c'est que cette mutation, on l'a évaluée sur des cohortes et les cas témoins de plus de 10 000 cas et 10 000 témoins, on ne la retrouve pas. Hein. Donc, effectivement, c'est vraiment une mutation très isolée. Ça concerne une famille. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le concept, effectivement, du mécanisme. Et donc, c'est ça sur lequel on va ensuite, nous, travailler pour savoir si finalement, effectivement, on retrouve aussi des patients qui ont comme ça à la fois une stimulation de la coagulation et un défaut de fibrinolyse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur les pilules, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. En fait, il faut bien comprendre que même quand il y a une pilule, c'est absolument pas normal de faire une thrombose avant 50 ans. Et donc, effectivement, la pilule n'est qu'une petite partie de l'explication. En fait, si on fait une thrombose sous pilule, c'est qu'il y a une thrombophilie héréditaire. Et donc, dans les collectifs de patients chez lesquels on a comme ça extrait des phénotypes, on a bien sûr des jeunes femmes sous pilule. Et donc, sous pilule, ça n'est jamais normal de faire quelque chose. Quand on trouve un facteur 5 Leiden, on le trouve plus fréquemment, c'est tout à fait normal, on pouvait l'anticiper, mais ça ne suffit pas à expliquer. Et là, effectivement, il y a un autre aspect. Ce qu'on vous a présenté, c'est une mutation très ponctuelle avec un phénotype, une pénétrance très forte, hein, parce qu'on l'a, on va thromboser, on ne l'a pas, on ne thrombosera pas. Par contre, on est sur un mécanisme polygénique chez beaucoup de patients après, où là, effectivement, on va avoir plusieurs gènes probablement, plusieurs séquences qui s'entrechoquent. Donc, en tout cas, chez ces jeunes femmes, il y a un vrai intérêt, même quand il y a un facteur 5 Leiden, effectivement, à aller rechercher des mutations associées. Enfin, pour ce qui est du AstraZeneca, ça, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a un vrai signal, parce que quand on calcule tout simplement le nombre de cas par rapport au nombre de gens vaccinés, mais qu'on rapporte ça à la durée d'exposition à l'année, en fait, on est quand même sur un taux de thrombose cérébrale qui est plus important que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, ça ne concerne que des gens jeunes, ça n'a rien à voir avec les mécanismes thrombophiliques habituels. Ce pas des gens qui sont thrombophiles du tout, ce pas des gens qui ont des défauts de fibrinolyse du tout, c'est un phénomène immunoallergique avec des anticorps antiplaquettes qui crée un tableau de CIVD très particulier, où on a la thrombose et l'hémorragie dans le même temps. On ne sait pas très bien, on ne sait pas expliquer ça, mais enfin, les thrombopathies induites par le vaccin ROR, c'était déjà connu. Hein. Donc, on sait très bien que le vaccin, n'importe quel vaccin, est susceptible potentiellement d'entraîner ce type de réaction. Maintenant, est-ce que c'est le virus du chimpanzé qui stimule plutôt ça? Parce que vraiment, avec les vaccins avec ARN, on ne l'observe pas. Mais enfin, en tout cas, avec le vaccin AstraZeneca, ce que ça engendre en termes de mécanisme prothrombotique, c'est vraiment des anticorps antiplaquettes, ça n'a rien à voir
avec des populations comme on vous a présenté dans notre étude. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question pour Pascal Quignon. Vous les faites où, vos génomes, en fait, chez le chien? Alors, donc on fait partie d'un consortium international qui a été monté par un collaborateur en Suisse qui s'appelle le docteur Tosseleb et qui a à sa disposition un séquenceur Illumina. Et donc, toutes les séquences passent par lui et il a une personne qui s'occupe de la bioinformatique et qui nous génère en fait les fichiers de variants. Donc, on a ces énormes fichiers de 800 génomes à notre disposition grâce à ça. Vous y avez accès, en fait. Oui, voilà. Bon, ben, c'est bien, il faudrait qu'on prenne modèle sur le chien, alors, vraiment. Moi, j'avais une question Effectivement, pour tout va Pascal vers lui aussi, parce ouais. que sinon, s'il fallait que chacun fasse ses VCF et qu'on enfin voilà, ça prendrait beaucoup de temps. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir tout sous la main et par la même technique et les mêmes personnes qui analysent toujours de la même façon. Ok. Oui, Pascal, justement, j'avais une question, puisque à quel moment vous rapprochez les données de la génétique humaine parce qu'on voit que bon, il y a des mutations qu'on va retrouver dans les pathologies humaines, notamment au niveau de l'épilepsie et peut-être les études GWAS. Enfin, à quel moment vous restez chien-chien, génome chien-chien, interprétation chien, alors, bien sûr en tenant Alors on compte de la reste, littérature oui. produite, et à quel moment, comment vous faites Alors en fait, on reste chien-chien jusqu'à la mutation, quand on a trouvé notre mutation dans un gène. Et après, on passe à l'homme, mais ça veut dire aussi que précédemment, alors c'est beaucoup Catherine qui fait ça, mais on établit des collaborations avec les cliniciens et les généticiens humains qui travaillent sur ces maladies-là. Et on échange fréquemment, l'épilepsie, on échange beaucoup avec Éric Le Guern à la Pitié-Salpêtrière. Bon, là, ça fait un moment avec le Covid qu'on ne s'est pas vu, mais on échange régulièrement sur justement ces gènes candidats, d'avoir des régions communes, des locus communs, et voilà, c'est aussi comme ça qu'on avance. Mais c'est vrai qu'on va aller séquencer, on va aller regarder vraiment des patients humains quand nous, on a trouvé le gène et la mutation. Donc, Ouais, par mais exemple, sur un génome, par exemple, vous n'avez pas trouvé forcément le gène, vous avez trouvé dans non, le donc, génome quelque chose. voilà, Et là, la question de voilà comment faire. ouais, par exemple, avec GDNF, dont j'ai parlé tout à l'heure, où ce n'est pas une mutation exonique, mais une mutation en amont du gène dans une région régulatrice, où là, nous, on a regardé, on a eu accès à des exomes de patients humains et on a séquencé aussi quelques ADN. Là, on a du mal à faire parler. On trouve des variants dans GDNF, mais c'est beaucoup plus difficile à faire parler. On a des variants rares qui peuvent avoir un effet, mais là, il faudrait faire du fonctionnel derrière pour aller voir ça. Et on avait peu de données. Et en fait, on sait maintenant que GDNF fait partie des panels de gènes, enfin, a été inclus dans le panel de gènes qui sont séquencés maintenant en exome pour ces patients en neuropathie. Donc là, il faut qu'on refasse le point avec nos collaborateurs pour voir si effectivement il y a des variants qui sortiraient plus fréquemment chez certains de ces patients. Donc là, c'est un travail d'un peu, voilà, sur un peu plus le long cours. Quand c'est des variants. Désolée, je vais être obligée de mettre du temps là, et donc on va être obligé d'arrêter ces discussions passionnantes. En tout cas, merci beaucoup à tous les orateurs. Je pense qu'on a commencé très fort. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à ceux qui animent la session, et notamment le docteur Guy Lenners.